Voici un des visages de ce conflit intrapsychique qui se manifeste au quotidien dans la clinique. Pour que l'aide puisse accéder à ses pensées insupportables et libérer l'énergie qu'il gaspille à lutter contre leur retour, le psychanalyste doit y mettre du sien. Il doit mettre de son désir sur la table d'opération. Pour ce faire, il dispose de nombreux outils afin d'opérer dans les différents champs dans lesquels se manifeste la résistance. Dans son dernier séminaire du 25 mars 2014, Fernando de Amorim a pu théoriser un certain nombre de techniques qui nous permettent de préparer le terrain afin que le wagon du discours puisse réintégrer les rails des associations libres, pour reprendre sa métaphore qui est très parlante cliniquement. Si le psychanalyste peut travailler avec des outils d'une précision millimétrée, il faut parfois qu'il retrousse ses manches pour tenter de désamorcer un conflit qui peut dégénérer. Par exemple, dans le cas de M. N, ce fut un combat quasiment quotidien, pendant lequel il se refusait à parler, pendant lequel il voulait abandonner, déserter le conflit. Je m'y suis opposé à plusieurs reprises, parfois fermement, en utilisant l'autorité du transfert que je prends soin de nourrir depuis le début. Pendant ces quelques mois, il avait quitté la voie des associations libres, et il fallut que je descende me battre sur le champ de bataille pour qu'il ne cède pas aux résistances et reprenne le chemin des libres associations. À force de travail et de patience, en supportant le transfert, il eut le courage d'accoucher cette parole, qui fut un tournant dans sa cure. À partir de ce moment, le train de ses pensées put à nouveau rouler sur les rails des libres associations et il put alors accéder à des souvenirs douloureux qu'il avait refoulés. Une autre stratégie inventée par Fernando de Amorim pour remettre le train des libres associations sur les rails est la technique de la nomination. Voici deux exemples qui témoignent de l'importance de cette rectification subjective. Dans les discours de M. P, apparaît beaucoup le pronom indéfini « on ». Je l'interroge sur ce « on » pour qu'il puisse parler en son nom. Je généralise, mais je ne sais pas pourquoi. Je lui demande s'il n'a pas une idée pour tenter de lever le refoulement indiqué par le « je ne sais pas ». Et j'utilise la technique de la première pensée pour l'aider à vaincre la résistance. Et il dit « je dis on pour me camoufler, pour me cacher, pour fuir ». C'est impressionnant comment en partant juste du on arrive à faire sortir tout ça. Madame Y, parlant de ses difficultés dans sa relation de couple, dit, Jean-Baptiste, c'est comme si je dois quelque chose. Donnez un nom à cette chose. C'est assez moche ce qui me vient à l'esprit. Ne jugez pas, lui dis-je, pour dépasser la résistance, et l'invite à associer ses pensées. Et elle dit, c'est comme si je dois une espèce de fidélité à mon père. Avec l'hypnose et la méthode cathartique, Freud s'est rendu compte que la plupart des symptômes, notez que je ne mets pas symptômes psychiques, donc symptômes, sont des équivalents de symboles mnésiques qui ne cessent de se reproduire psychiquement et que ceux-ci sont déterminés par des expériences traumatisantes, bien souvent refoulées. Dans ses études sur l'hystérie, il parle de représentations pathogènes qui restent chargées d'émotions, des représentations qui ne peuvent être reproduites dans un chaînon associatif, car marquées du sceau de l'interdit. Ce qu'il va découvrir de déterminant, c'est que le fantasme peut être tout autant traumatisant qu'un événement vécu, que la réalité psychique de l'être humain est indissociable du rapport de l'être au symbole, du rapport de l'être au signifiant. S'il souffre donc de ces pensées inconscientes, il fallait le génie et le désir de Freud pour franchir le pas et inventer une méthode adaptée qui ne se contente pas, comme une psychothérapie, de mettre de la pommade sur une plaie, mais au contraire d'affronter les traumatismes dans leur versant à la fois fantasmatique et événementiel, d'opérer là où l'être est le plus à vif. Que Bertha Pappenheim donna à l'expérience qu'elle fit avec Breuer et Freud. Ce que l'on peut observer au fur et à mesure d'une cure, et je parle à la fois en tant que psychanalysant et en tant que clinicien, c'est la fluidification de la circulation
de l'énergie psychique. En luttant pour ne pas accéder à ces pensées refoulées, l'être en souffrance gaspille une quantité impressionnante d'énergie qui se manifeste comme compromis dans le symptôme. Ce qui est très sensible cliniquement, c'est qu'en accédant petit à petit aux voies associatives qui restaient alors inaccessibles, non seulement l'être liquide petit à petit les symptômes qui le font souffrir, mais il dispose d'une plus grande quantité d'énergie pour agir dans la voie de son désir. En passant par de nouvelles liaisons de pensée, nous dit Freud, nous procédons à des forages. Là où l'être commence à sortir des chemins de pensée qu'il maîtrise, nous voyons bien souvent dans son discours qu'il lutte pour se frayer un nouveau passage, une nouvelle voie de pensée qui était obstruée. C'est dans ce travail où il se démène pour se dégager un chemin que le psychanalyste opère très minutieusement, l'encourageant à avancer malgré l'obscurité et l'aidant à dégager les résistances qui s'interposent devant ces nouveaux frayages. Ce que Lacan a souligné en reprenant Freud, et qui est sensible cliniquement, c'est que plus l'être approche